dans le projet Inolivant, qui est un projet en collaboration entre l'Université de Sherbrooke et le CHU. Et mon sujet de maîtrise, c'est le suivant, c'est la dynamique du collapsus respiratoire dans le cadre de la ventilation liquidienne totale. Dans un premier temps, je vais vous présenter la ventilation liquidienne et le contexte. Les ventilateurs permettent d'assister la respiration de patients qui ne peuvent pas respirer par eux-mêmes, un peu comme on a pu le voir avec les différents respirateurs dans le cadre de la pandémie du Covid. Sauf que ces derniers, c'est des ventilateurs qu'on dit mécaniques conventionnels et donc qui permettent d'assister la respiration du patient avec un gaz. Là, la ventilation liquidienne, elle permet d'oxygéner avec un liquide qui s'appelle le perfluorocarbone ou PFC et qui a les caractéristiques d'être biocompatible, d'avoir une grande capacité de dissolution du dioxygène et du dioxyde de carbone et de l'oxygène. Mais comme on est avec un liquide qui est plutôt dense, 2000 fois plus dense que l'air et visqueux, on va devoir faire une expiration active, donc de venir drainer le liquide en dehors des poumons, à la différence d'une ventilation mécanique conventionnelle où l'expiration est passive. Donc là, sur votre droite, vous avez le respirateur Inolivant en question et qui est branché à un agneau avec un tube qui permet du coup d'insuffler et de drainer le liquide des poumons de l'agneau. Dans quel cadre on peut rencontrer la ventilation liquidienne totale? Donc il y a différentes applications. C'est en particulier pour les patients qui ont le syndrome de détresse respiratoire aiguë. Donc ça concerne par exemple les nouveau-nés, les extrêmes prématurés qui n'ont pas forcément les poumons entièrement développés. Et donc, du coup, le perfluorocarbone va permettre de recruter de nouvelles zones alvéolaires. Ou encore, on parle d'autres pathologies où il va y avoir besoin d'un lavage pulmonaire. On peut également utiliser la ventilation liquidienne pour des cas d'hypothermie thérapeutique, c'est-à-dire où on vient refroidir rapidement le corps de quelqu'un qui a une crise cardiaque ou un infarctus pour préserver ses organes. L'une des problématiques de la ventilation liquidienne, c'est qu'au moment de retirer le liquide des poumons, on va rencontrer un phénomène qui s'appelle le collapsus. Donc, pour rentrer plus en détail sur la ventilation, sur le ventilateur et sa structure, donc là, on a la structure du ventilateur liquidien avec le poumon ici, et on a deux pompes, une pompe qui vient insuffler le liquide dans les poumons, et une autre pompe qui vient le retirer. Et ensuite, le liquide va passer dans l'oxygénateur où il va se faire réoxygéner pour revenir et oxygéner le patient. Là, sur votre gauche, vous avez une trace en pression qui est relevée au niveau de la bouche de l'animal. Il va y avoir du coup des cycles, donc comme celui-ci, avec un cycle d'inspiration où la pression est positive et un cycle d'expiration, on va venir retirer le liquide des poumons. Donc ça, c'est un cycle normal. Et dans certains cas, il va y avoir brutalement une chute drastique de pression, donc qui va être caractéristique du collapsus. Et en fait, le problème avec cette chute de pression, c'est qu'on ne va pas pouvoir retirer tout le volume qu'on voudrait retirer des poumons pour le faire réoxygéner. Et donc, on va avoir une mauvaise oxygénation du patient. Cette problématique, elle a été pas mal étudiée ces dernières années, en particulier par Raymond Robert, qui a généralisé un modèle pulmonaire pour pouvoir identifier une zone instable et une zone stable. Donc la zone instable où le collapsus apparaît. Elles ont été identifiées grâce à deux paramètres. Donc là, on va avoir en ordonnée le débit expiratoire et en abscisse la pression alvéolaire. Et on s'aperçoit que si on reste à un même débit expiratoire, vu que la pression alvéolaire diminue puisqu'on est en train de vider les poumons, on va se retrouver dans la zone instable. C'est pour ça que pour optimiser l'expiration tout en restant dans la zone stable, Raymond Robert a utilisé un profil expiratoire sous forme exponentielle. Mais le problème, c'est que là, on parle de système physiologique, donc d'un individu à l'autre, ça peut vraiment changer. Donc, on va quand même avoir des collapsus de temps en temps. Et pour les éviter, on va utiliser un terme qui est la pression limite, qui est ajustable par le clinicien. Et quand l'algorithme va détecter cette pression limite de moins 60 cm d'eau, par exemple, on va arrêter l'expiration et passer au cycle suivant.
Julien Mousseau, il a repris les travaux sur le collapsus en 2015 et il a fait des tests sur un broutard de 23 kg. Au lieu d'arrêter le cycle en cours, on va diviser par 2 le débit, ce qui va nous permettre de revenir rapidement dans la zone stable et de continuer à retirer du liquide tout en étant dans une zone stable. Si on rentre plus en détail sur le phénomène du collapsus, des études ont été faites et ont localisé ce phénomène au niveau de la trachée. En fait, c'est le drainage du liquide qui va créer une dépression dans la trachée et qui va déformer les parois de la trachée qui sont flexibles. Donc, comme on le voit sur le schéma ici, plus la pression est importante, plus la trachée se déforme. Et pour pouvoir caractériser ce phénomène, on va utiliser un terme qui est la pression transmurale et qui définit la différence entre la pression à l'intérieur de la trachée et la pression à l'extérieur. Et plus ce terme est important, plus la trachée va s'écraser. C'est un phénomène qui est pas mal étudié dans la littérature parce qu'il est très présent en biologie, donc que ce soit dans les veines ou dans l'urètre ou même dans la trachée avec de l'air. Et du coup, on va avoir ce type de loi qui s'appelle loi des tubes, là, qui a été réalisée par Shapiro, où on va voir la pression transmurale en fonction de l'air de la section du tube. Et plus la pression transmurale est faible, plus le tube s'écrase sur lui-même. Donc on voit déjà que cette loi de tube, elle est très non linéaire, mais en plus, on voit qu'il y a un palier. Donc ici, pour de faibles différences de pression, on va avoir une forte déformation du tube. Il y a différents modèles qui ont été établis dans la littérature pour les tubes flexibles. Donc, dans un premier temps, il y a Hayat qui a fait un modèle analytique permettant de déterminer la limitation du débit dans la trachée avec de l'air. Conrad et Katz, ils ont réalisé des modèles type masse-ressort qui permettent d'étudier la perte de charge induite par la tubulure quand elle se déforme à cause d'un écoulement. Scroggs, lui, il a réalisé un modèle numérique en 3D qu'on va appeler fluide structure. Ça veut dire qu'on va étudier l'influence du fluide sur la structure et inversement l'influence de la structure sur le fluide. Et finalement, il y a Bagnoli qui a réalisé un modèle d'éléments finis en 3D d'une trachée. Lui, par contre, il a uniquement étudié l'influence du fluide sur la structure. Donc, il a modélisé la pression du fluide et il l'a appliqué à la structure. Et il a observé la déformation de la trachée. Tous ces modèles, ils ont principalement été étudiés avec des régimes stationnaires. On a peu d'informations sur les régimes instationnaires, mais on a cependant un critère qui nous permet de définir le moment où l'instabilité elle se déclenche. On va appeler ça le choked flow ou un écoulement choqué. C'est à peu près analogue à un écoulement supersonique. C'est le moment où la vitesse du fluide à l'intérieur du tube, elle va dépasser la vitesse de propagation des ondes dans ce tube. Donc, comme on le sait, la vitesse de propagation des ondes dans de l'eau, ça va être 1400 mètres par seconde. Mais là, en particulier, dans ce système, fluide structure, on va avoir une vitesse qui est relativement plus faible et qui va être définie par cette formule. Et on remarque à la fois qu'il y a un terme qui va dépendre uniquement de la structure, donc ce terme en vert, qui est défini comme l'élasticité locale, et un terme qui va dépendre du fluide, donc la densité du fluide. Ce qui met en évidence la partie fluide structure de la vitesse critique. Donc là, par exemple, vous avez un graphique réalisé par Brouwer. Donc là, il a réalisé une loi des tubes, comme on l'a vu avec Shapiro. Et grâce à cette loi des tubes, ça lui a permis de connaître ce terme, le terme d'élasticité locale, et donc ensuite d'en déduire la vitesse critique en fonction de l'air du tube. Et on remarque que pour certaines valeurs d'air du tube, on va avoir une vitesse de 0,2 mètres par seconde. Donc on est très loin du 1400 mètres par seconde dans un espace infini dans de l'eau. Afin d'étudier les tubes flexibles, il y a une bande test qui est assez connue, qui est le résisteur de Stirling, et qui est constitué d'un réservoir en amont, de 2 vannes en amont et en aval qui sont gérées manuellement ou de manière automatique, et qui permettent de contrôler les pressions en amont et en aval du tube. Et on va avoir du coup le tube qu'on étudie, le tube flexible, qui est dans une chambre pressurisée.
On veut pouvoir contrôler la pression extérieure parce que, comme on l'a montré, la pression transmurale dépend de la différence entre la pression intérieure et la pression extérieure du tube. Et donc, grâce à ce modèle, on va pouvoir gérer à la fois les pressions en entrée, en sortie, le débit, la pression extérieure et observer la déformation. Dans le cadre de mon projet, j'ai fait les hypothèses suivantes, que le collapsus apparaissait dans la trachée et que le déclenchement de ce dernier, c'était suite au choke flow. L'objectif principal de ma maîtrise, ça a été d'améliorer les connaissances sur le phénomène du collapsus et sa dynamique. Donc pour cela, j'ai réalisé un band test qui m'a permis d'observer l'évolution du collapsus au cours du temps et également un modèle fluide structure sur 1.6 qui m'a permis de connaître les champs de pression et de vitesse dans le tube et finalement de pouvoir observer la résorption du tube à travers ces deux modèles. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter mon band test, donc ce dernier, qui est, du coup, à votre gauche, vous avez le respirateur inolivant avec une des pompes qui est reliée à un potentiomètre linéaire. Ce potentiomètre, il permet de contrôler la pompe en position. Après, on a deux capteurs en aval et en amont du tube qui permet de relever la pression. Là, on a notre tube en latex flexible. En amont, on a une vanne qui permet de gérer la résistance et donc la pression amont, ainsi qu'un réservoir d'eau qui est positionné sur une glissière qui permet de tendre plus ou moins le tube. Tous les capteurs sont reliés à une station d'acquisition en temps réel, le SpeedGoat, et les algorithmes sont réalisés sur MATLAB Simulink. Le band test nous a permis d'avoir des résultats comme cela. Donc, j'ai pris une vidéo du collapsus pour voir la déformation de manière qualitative. Là, j'ai extrait des images au cours du temps. Et sur votre droite, il y a différentes traces de pression. La pression qui est en aval, donc ici, la pression en amont, donc en amont de l'écoulement ici, et la position du piston. Du coup, dans un premier temps, on peut voir une première partie où la pression diminue lentement, ce qui correspond au fait qu'on vide le réservoir. Et ensuite, on a comme un palier qu'on observe sur la pression amont, où la pression amont ne diminue plus, alors qu'il y a toujours un lien entre l'aval et l'amont du tube. Et finalement, on va voir la chute de pression qui va commencer à partir de 0,8 secondes quand il y a un contact entre les deux parties du tube. Et à partir de cela, on voit qu'on commence à vider la partie aval du tube et finalement à tirer sur la tubulure, d'où la chute drastique de pression. Alors évidemment, ce n'est pas ce qu'on veut en ventilation liquidienne parce que ça reviendrait à tirer sur les voies respiratoires. C'est pour ça qu'on arrête de drainer le liquide à ce moment-là. J'ai également réalisé cette même expérience pour différents débits. Donc on voit que pour un débit de 30 ml par seconde, il n'y a pas de collapsus qui apparaît. Mais à partir d'un débit de 40 ml par seconde et moins, on voit systématiquement le collapsus qui arrive de plus en plus tôt avec sa caractéristique de chute importante de pression. Afin de pouvoir connaître de manière plus précise le moment où se déclenche le collapsus, j'ai également étudié la vitesse critique de mon tube en fonction de l'air. Donc pour cela, il me fallait réaliser la loi des tubes. Et pour faire ça, j'ai utilisé un modèle uniquement avec la structure, sans le fluide, en statique, sur lequel j'ai appliqué une pression, plusieurs pressions, et à chaque pression, je relevais l'air du tube, l'air la plus faible, ce qui m'a permis de réaliser ma loi des tubes et ainsi de trouver ma vitesse en fonction de l'air du tube. J'ai également tracé la source graphique, la vitesse du fluide pour différents débits en fonction de l'air. Et on voit une zone instable, donc pour des débits de 20 ml ou 40 ml, on voit qu'il y a une partie qui est potentiellement instable, contrairement pour 20 ml où il est totalement dans la zone de stabilité. Afin de connaître de manière plus précise le champ de vitesse dans mon tube, j'ai réalisé un modèle de simulation numérique en régime transitoire sur 1.6. C'est un petit peu particulier dans le sens où on va avoir un modèle spécifiquement pour le fluide qui va résoudre les équations du fluide, un modèle pour ma structure qui résout les équations mécaniques et un module entre les deux qui permet de transférer des données d'un modèle à l'autre, donc les données de force du fluide à la structure,
et les données de déplacement au fluide qui va modifier son écoulement, etc. Ce module de couplage, il permet de gérer l'interface, donc les différents maillages, mais également les différentes données à transférer. Donc là, je vous présente mon modèle que j'ai réalisé avec la géométrie que j'ai implémentée dans mon modèle. Et comme je l'ai dit, c'est un couplage donc on va appeler two-way, c'est-à-dire que les données vont passer à la fois du fluide à la structure et inversement. Et là, on va avoir donc mon modèle du fluide et ici le modèle de la structure. Les résultats que j'ai pu obtenir avec ce modèle sont les suivants. Là, j'ai essayé de comparer les résultats de mon modèle avec les résultats du banc de test en comparant qualitativement la déformation du tube. Et on peut voir une bonne corrélation entre les deux déformations. J'ai également pu observer la perte de charge induite par la tubulure au cours du temps. On peut voir une bonne corrélation entre les deux pertes de charge. Afin d'identifier le moment précis où le collapsus apparaît, j'ai réalisé une autre simulation avec un débit de 40 ml par seconde. Et à 0,35 secondes, on peut identifier un alpha à 0,47. Et quand on revient sur mon graphique, on voit qu'un alpha de 0,47 correspond à une vitesse critique de 0,2 mètres par seconde. Et quand je regarde le champ de vitesse à l'intérieur de mon tube, je vois une vitesse maximale à 0,19 mètres par seconde. On peut donc identifier ce moment comme le début du collapsus. Afin de tester la résorption du collapsus, j'ai testé cette stratégie sur mon banc d'essai in vitro. Donc pour ce faire, j'ai donné une condition limite comme on peut le faire dans le respirateur inolivant, c'est-à-dire une pression à laquelle on divise le débit. Ici, c'était à moins 30 cm d'eau. On va diviser par 3 le débit. Et on remarque qu'effectivement, il y a la résorption du collapsus en à peu près 1 seconde. On retourne dans un régime stable et on peut continuer à retirer du liquide dans le régime stable. J'ai réalisé la même expérience avec mon modèle numérique. Donc là, sur votre gauche, on remarque que si on laisse un débit de 40 ml par seconde, le tube continue de s'écraser. Et effectivement, si on compare là en orange la vitesse du fluide et là en bleu la vitesse critique, on voit que la vitesse du fluide est supérieure à la vitesse critique. Par contre, si on vient diviser par 2 à 0,55 secondes le débit, on voit que la tubulure se rouvre et effectivement, quand on compare les signaux, la vitesse du fluide devient inférieure à la vitesse critique. Soit pour résumer, si on reprend notre graphique de début, on avait un débit de 40 ml par seconde. À cause de l'écoulement, il y a une perte de pression dans le tube qui a déformé le tube et diminué notre alpha. On est passé dans une zone d'instabilité et en divisant le débit par 2, on est retourné dans une zone stable. Pour conclure, on a pu identifier le déclenchement du collapsus au moment du choked flow et montrer qu'il arrive avant la chute de pression qu'on observe dans les signaux en ventilation liquidienne. Et on a également pu réaliser 2 outils qui nous permettent de reproduire le collapsus. Le premier numérique en 3 dimensions, two-way et avec des grandes déformations, qui nous permet d'observer l'évolution du collapsus ainsi que sa résorption et finalement de tester différents profils de débit par la suite. Et également un modèle in vitro qui nous permet à la fois de valider les stratégies qu'on aura élaborées avec notre modèle numérique, mais aussi de tester inolivant sur ce modèle pour voir si les stratégies fonctionnent face au collapsus. Voilà, j'ai terminé. Merci de votre attention. Est-ce que vous avez des questions? Merci Audrey pour cette belle présentation. Je vais prendre les questions effectivement sur le fil de la conversation. Pour l'instant, les gens sont timides, mais je pense que ça va venir. Gaspard, vas-y, tu peux ouvrir ton micro. Bonjour. Je suppose que pour transférer le fluide de l'extérieur jusqu'au poumon du participant, ça va être intubé. S'il a un tube dans la trachée, pourquoi est-ce que ce tube qui est déjà à l'intérieur n'empêche pas la trachée de s'obstruer?
Ok. En fait, la trachée, elle est très grande et le niveau de la carène est vraiment bas. C'est vraiment en dessous. Donc, nous, on va intuber au niveau du haut de la trachée, mais il va rester comme une dizaine de centimètres où il n'y a pas d'intubation. Ok. Et donc, c'est à cet endroit-là et un peu au-dessus au niveau de la carène que va venir euh, se déclencher et évoluer le collapsus. Ouais, c'est envisageable de juste produire des tubes plus longs pour réduire la surface qui puisse obtenir un collapsus. Euh, je, je pense que c'est effectivement une idée qui est intéressante, mais euh, ce qu'il y a, c'est aussi qu'on est en train de parler d'un système qui va aller plus tard sur des prématurés, donc on essaie au maximum de ne pas être invasif et de préserver, parce qu'il y a aussi potentiellement l'intubation, ça abîme quand même les voies respiratoires, donc devenir plus profond dans les voies, ça a plus de chances aussi, je pense, de blesser un bébé aussi immature, quoi. Ok, très bien. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bah, je vais en poser une alors. Audrey, c'est quand qu'on peut espérer avoir un simulateur, un poumon numérique? Est-ce que tu penses que c'est Euh, jouable? En gros, la question c'est quelles seraient les prochaines étapes là, si, bon, pas sans aller vers les bronchioles, etc. Là, mais si on voulait rajouter, je sais pas, la cage thoracique, etc. Est-ce que tu crois que numériquement, ça devient possible, mais vu je ton pense que ça, expérience? dans le cadre du collapsus de la trachée, je veux dire, par rapport à moi, mon projet, je pense que à partir de mon modèle, il faudrait faire des modifications comme modifier la géométrie de la trachée, modifier les caractéristiques du matériau ou encore les conditions limites pour que ça corresponde vraiment à un poumon. Maintenant, si c'est pour d'autres applications, avoir un poumon entier, j'avoue que d'autres applications, je ne sais pas trop. Je sais pas trop comment on pourrait. Ça dépend qu'est-ce qu'on recherche et qu'est-ce qu'on veut étudier, quoi. Enfin, tu veux dire dans le cadre vraiment juste de mon projet? Est-ce que je sais pas, est-ce qu'on peut espérer dans 10 ans, 20 ans, avoir, comme tu as des modèles météo qui prédisent presque tout en temps réel, est-ce qu'on serait capable, je sais pas, à partir d'un scanner d'un patient, recréer un modèle 3D, puis après simuler en temps réel un cycle respiratoire? Je pense que ce serait possible, mais effectivement, ce serait compliqué, d'autant plus que vu que c'est des systèmes physiologiques, il y a énormément de paramètres différents, que ce soit la pression extérieure, que ce soit la géométrie, la taille, même je pense d'un individu à l'autre, les caractéristiques des matériaux en soi, entre guillemets, des poumons, elles sont très différentes. Donc, je pense que ce serait beaucoup de paramètres à prendre en compte, ce qui pourrait être un peu compliqué, mais c'est vrai que je ne sais pas trop où en est la recherche là-dessus, quoi. Ok. Mm. J'ai une question, évidemment. Vas-y, Alors, Philippe. félicitations hein, pour ta présentation, Audrey. Euh, Merci. Là, toute ta présentation était sur la vitesse de propagation. Euh, Là, il y a une réduction de débit par 2. Quels sont les autres moyens que tu vois qui pourraient aider à rouvrir quand il y a un collapsus? Est-ce que d'envoyer une onde de pression, de faire un équipement alternatif ou euh, quelles sont les autres options que tu vois et comment ces outils que tu as à développer pourraient servir pour explorer ces autres solutions? Bah, pour moi, ce que je trouve intéressant dans la division de débit,
et qui est bien représenté dans le banc de test, c'est que le reste des voies respiratoires, c'est comme une résistance. Donc le fait de diviser le débit, ça veut aussi dire de baisser enfin, la résistance reste la même, mais vu que la vitesse diminue, la perte de charge induite par le reste des voies va diminuer aussi. Et donc du coup, on va avoir la pression qui va remonter. Donc le fait de juste envoyer une onde de pression, je pense que ça réouvrirait le tube, mais de manière très temporaire, quoi. Donc, je pense que le mieux, ce serait de diviser effectivement le débit pour vraiment repasser rapidement dans la zone stable en réouvrant la voie. Mais après, pour pouvoir optimiser l'expiration, de éventuellement remonter lentement, le débit après l'avoir divisé brutalement. Et du coup, là, ce serait la suite de ma recherche, ce serait d'optimiser de combien on divise le débit, comment on le réaugmente, de combien, etc. Je ne sais pas si ça répond. Oui, c'est clair. Mais est-ce que les outils que tu penses qu'ils vont permettre de répondre à ça? À mon avis, je pense qu'ils pourront permettre de répondre à ça de manière, comment dire. Après, il y aura un gros travail de mise à l'échelle pour pouvoir transposer ça sur le respirateur. Mais je pense que ça pourrait nous donner des tendances. Est-ce que cette façon de faire est mieux que celle-ci? Est-ce qu'il vaut mieux diviser par 3, par 2? Est-ce qu'il vaut mieux revenir en exponentielle ou de manière linéaire à un débit plus élevé? Et ça, je pense que effectivement, le modèle va pouvoir le dire. Merci. Ok, bah, je vois pas d'autres questions, donc j'imagine que ça a été très clair pour les moins initiés, donc félicitations Audrey, c'était très bien. Merci Euh, beaucoup. Bon, je suis pas le chef du truc là, donc je sais pas si on peut clôturer cette session là. Peut-être que Cels peut nous dire. Oui, on peut la clôturer s'il n'y a pas d'autres questions. Ok, bah super. Bon, Bah, bah, merci merci. à tous. Ouais, merci à tous et puis encore bravo Audrey et bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.